Bien, monsieur le maire, cher Bruno, monsieur le président de la communauté de communes, cher Georges, monsieur le président du département, cher Alain, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, ravi de vous avoir ici. C'est important, effectivement, d'être tous ensemble réunis. Et puis, mesdames, messieurs, les élus, mesdames, messieurs, les représentants du monde économique, du monde associatif, mesdames, messieurs, les élus du conseil régional, mesdames, messieurs, les proviseurs de lycée ou équipe technique des lycées, mesdames, messieurs. Je suis ravi d'être à l'Oudéac ce soir. Ce sont les troisièmes vœux qui sont organisés depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire régional. C'est le choix que j'ai fait parce que je trouvais tout simplement que c'était ma place, que c'était normal d'être ici dans les territoires de Bretagne pour vous présenter mes vœux, pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2019. Donc pour commencer cette soirée, Blavez Mat et encore une fois plein de choses à vous. Si je suis ici, ce n'est pas pour vous annoncer le transfert du siège du Conseil régional de Bretagne. J'en suis désolé, Marc Le Fur aurait peut-être gagné quelques kilomètres. D'autres en auraient peut-être eu un peu plus, mais je crois que j'ai eu d'autres candidatures les derniers jours, et si je fais un choix là, je pense que ma durée de vie politique risque d'être diminuée. Mais je pense que nous avons intérêt à être dans les territoires. Et nous avons intérêt tous ensemble à nous tenir les coudes, les élus de la République, pour poursuivre le chemin, pour continuer à réfléchir les uns les autres à nos projets selon nos compétences respectives, et puis pour faire en sorte d'être en capacité de répondre aux attentes de nos concitoyens. J'y reviendrai dans un instant. Si je suis ici aussi, c'est parce que nous sommes dans une centralité. Et là aussi, j'y reviendrai, c'est important en Bretagne, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre qualité de vie, et c'est ce qui nous permet à tous, à toutes, de vivre sereinement dans ce beau territoire de Bretagne. J'ai rencontré déjà quelques maires, j'en verrai tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'échanger, des adjoints au maire, des conseillers municipaux. Je crois qu'on peut vivre sereinement dans toutes nos villes de Bretagne, dans toutes nos communes de Bretagne, dans toutes nos campagnes de Bretagne, sous certaines conditions, et notamment à condition d'être pas trop loin d'une centralité qui permet d'offrir une densité humaine, un niveau de service attendu par nos concitoyens, un niveau de solidarité attendu par nos concitoyens. Et c'est un des enjeux, un des travaux que nous conduisons année après année avec l'ensemble des équipes et avec l'ensemble des élus locaux pour faire en sorte que notre Bretagne continue de se structurer. Alors, hier soir, j'étais à Quimperlé. Il y a quelques jours, j'étais à Ifindic. Demain soir, je serai à Berrien. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir pour moi de continuer à parcourir cette Bretagne comme nous le faisons régulièrement, les élus régionaux. Je les salue tous ici, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité. Nous passons beaucoup de temps sur la route. Et c'est un plaisir, un honneur, parce que ça nous permet d'abord d'assumer notre mandat au plus près de nos concitoyens. C'est indispensable. Ça nous permet d'échanger directement avec les élus des territoires. C'est indispensable aussi. Et puis ça nous permet d'ancrer dans notre tête les singularités de la Bretagne, les différences qui existent dans nos différents territoires de Bretagne, et donc d'envisager des réponses adaptées à chacun de nos territoires. Car ce n'est pas ici que je vais vous dire qu'on n'a pas les mêmes réponses à l'Oudéac qu'à Fougères, à Douarnenez qu'à Brest, et qu'on n'a pas les mêmes réponses de fait en Bretagne qu'ailleurs en France. Avant de commencer mes propos, je voudrais déjà vous présenter rapidement la Bretagne. Les élus régionaux qui sont ici la connaissent bien, le Conseil régional de Bretagne. Les élus régionaux qui sont ici présents connaissent bien notre action, ils votent ou ne votent pas les délibérations, ils connaissent bien le fonctionnement de la maison, mais vous, que vous soyez citoyens, représentants du monde associatif, des entreprises, élus de ces territoires, vous ne connaissez pas forcément toutes les compétences qui sont les nôtres. La première des compétences qui nous occupe aujourd'hui tous les jours, c'est bien la mobilité. J'y reviendrai tout à l'heure dans mes propos. La mobilité sous la marque Bresgo. Cher Alain, on a changé le nom des systèmes de mobilité, non pas que le département ne faisait pas bien son travail, mais juste parce que là aussi, difficile de choisir une des 4 marques entre les 4 départements qui nous ont transféré cette compétence il y a maintenant un an. Compétence qui était très bien exercée par les départements et qui aujourd'hui est assumée par la région dans le cadre d'une cohérence qui doit être mise en œuvre avec les autres systèmes de mobilité, que ce soit le train ou même le bateau, puisque nous avons cette responsabilité aussi de desservir nos îles, ce qui, à l'Oudéac, ne vous préoccupe pas tous les jours, mais qui, dans certains endroits de Bretagne, est bien entendu primordial pour la vie de nos concitoyens. Nos cars font 4 fois le tour de la Terre par jour. 4 fois le tour de la Terre par jour. 160 000 km réalisés tous les jours qui permettent de desservir tous les territoires de Bretagne, que ce soit pour le transport scolaire ou pour le transport interurbain. Et si je dis ce chiffre, c'est d'abord pour
marquer vos esprits, vous rendre compte de la masse de travail que cela réalise, 3500 cars tous les jours qui se baladent en Bretagne, de l'enchevêtrement des délégations avec un nombre d'entreprises conséquent qui sur les territoires travaillent pour nous, et c'est une vraie chance. Et puis, vous dire aussi qu'à travers ce nombre de kilomètres quotidiens, de bus essentiellement diesel, nous prenons conscience que nous avons notre part dans les changements à venir et que nous avons notre rôle à jouer dans les mutations que nous aurons à opérer. Et je pense que pour le domaine des transports, l'agriculture trouvera toute sa place pour produire une énergie qui viendra alimenter nos cars. Ce n'est pas mon propos de ce soir, j'y reviendrai. Puisque je parle d'agriculture, sachez que le Conseil régional de Bretagne a accompagné l'année dernière, en 2018, 6500 agriculteurs. 6500 agriculteurs qui ont été accompagnés pour les accompagner dans la modernisation de leurs bâtiments, les accompagner dans l'innovation, dans les investissements qui permettent de répondre aux enjeux de la structure dans laquelle ils se trouvent ou pour répondre au niveau de qualité qui leur est demandé dans le cadre des contrats. C'est une mutation considérable qui se met en place sur l'ensemble du territoire régional, une mutation qui a commencé avant l'année dernière, qui a commencé depuis déjà des dizaines d'années, qui a été pris à bras-le-corps par de nombreux élus. Et je crois que nous sommes dans une période où l'agribashing fait rage et où nous avons peut-être intérêt à nous redire et réaffirmer que nous sommes fiers de nos agriculteurs et que nous avons cette chance d'avoir des agriculteurs qui, en Bretagne particulièrement, sont en capacité d'effectuer les mutations, les transformations qui sont attendues par nos concitoyens pour vivre dignement de leur travail. Troisième sujet qui nous occupe au quotidien, l'accompagnement des entreprises, des artisans, des PME, des commerçants, aujourd'hui essentiellement à travers les intercos. Et je crois que ça fonctionne très bien. Et c'est un choix que nous avons fait, cher Georges, pour simplifier le modèle, pour faire en sorte que l'artisan, le commerçant, n'ait pas à monter un dossier qu'il envoie à Rennes pour qu'il soit instruit et qu'il redescende peut-être un jour sur les territoires rapidement. On va voir son président d'interco, on va voir son maire, on va voir son vice-président en charge de l'économie ou du commerce, et on a une réponse rapide. Et même si c'est de l'argent de la région, même si c'est une part de l'argent de l'interco, on est capable de répondre vite et bien. Et je crois que c'est ça le sens et l'attente de nos concitoyens, le sens de la simplification et l'attente de nos concitoyens pour être en capacité, encore une fois, d'accélérer. Et la région, grâce aux intercos, est partout sur les territoires et dans une force de réaction rapide de très haut niveau, de très bonne qualité, comme quoi les cerveaux de l'ensemble des territoires sont bien à la hauteur des cerveaux du Conseil régional de Bretagne, mais je n'en doutais absolument pas. Nous accompagnons aussi des entreprises plus importantes, des ETI, des grands groupes. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous sommes entre capital de Dossi à hauteur de 2%, avec un accompagnement qui permet là aussi d'accompagner la transformation de cette coopérative de manière massive parce qu'elle fait vivre 8000 agriculteurs sur le territoire et des milliers de salariés. Nous avons accompagné PSA il y a quelques années, nous avons participé au sauvetage de loups. Bref, nous devons être aujourd'hui capables de répondre à des grands enjeux de grands groupes et à des micro-actions au plus près du terrain. Et c'est une particularité qui nous impose une certaine agilité et une nouvelle manière de faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Autre sujet qui dépend de nos compétences encore quelques temps, les apprentis, l'apprentissage. 20 000 apprentis, chère Georgette, cette année, c'était un record, enfin 2018, record absolu. On finit en fanfare, nous transmettrons cette compétence aux branches pour une grande partie des sujets à partir de l'année prochaine. Et nous avons bon espoir en Bretagne parce que nous sommes en Bretagne et parce que les branches travaillent en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs dans ce quadripartisme qui a été forgé il y a déjà quelques années, de continuer à travailler au plus près des territoires pour faire en sorte que les CFA ne se concentrent pas naturellement vers les grandes villes, que les lieux d'apprentissage restent équilibrement répartis sur les territoires et qu'avec du conventionnement, avec de l'intelligence collective, nous soyons en capacité d'affirmer que l'apprentissage d'abord est une voie royale de réussite pour l'avenir de nos jeunes dans tous les domaines et d'autre part que nous sommes en capacité, bien entendu, d'accompagner nos centres d'apprentissage. Nous regardons et nous discutons encore avec le gouvernement pour voir les conditions dans lesquelles nous pourrons faire cela le plus sereinement possible. Nous participons aussi à la formation de milliers de demandeurs d'emploi. Vous le savez, c'est un des grands enjeux de cette société que d'accompagner celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi, que ce soit depuis longtemps ou depuis un court temps, que ce soit parce qu'ils ont choisi d'évoluer, de changer d'orientation professionnelle ou parce qu'ils ont vécu malheureusement un drame économique. Et il y a là une bonne vitalité en ce moment sur le territoire régional. Nous voyons que le chômage reflue, mais nous devons continuer les efforts. Et là aussi, le continuer au plus près des territoires. Je salue le directeur de Pôle emploi qui est ici présent. Et je crois que c'est par le partenariat entre Pôle emploi, région, interco et département
que nous réussirons le pari. D'abord parce que le département est capable d'aller chercher les hommes, les femmes sur les territoires de par sa compétence dans le domaine de la solidarité, de l'insertion. L'insertion qui est une mission ô combien importante des départements. Et puis ensuite, au travers soit des CEDAS, soit des SIAS, soit des CCS, d'être en capacité d'accompagner avec les points accueil emploi pour emmener les hommes, les femmes vers les formations ad hoc qui leur permettent de retrouver le chemin d'un travail, qui leur permet de vivre dignement et qui leur permet de vivre dans nos beaux territoires de Bretagne. Nous participons enfin au financement d'investissements dans nos territoires, portés par les EPCI, portés par les communes. Je suis ici à Loudéac, il ne vous a pas échappé que nous avons affirmé notre ambition d'accompagner le Vélodrome qui sera hyper structurant pour la Bretagne, hyper structurant pour ce territoire, qui a été porté par de nombreux acteurs de tous bords politiques et qui permettra de confirmer la centralité de Loudéac, qui sert beaucoup plus largement que seulement Loudéac, même au-delà d'ailleurs de l'Interco, et qui permettra aussi de conforter les équilibres entre les différents équipements, cher Pierre, que ce soit le lycée, que ce soit les différents équipements qui existent déjà et qui nous permettront d'ancrer durablement une filière d'excellence dans ce territoire, source d'attractivité, source de rayonnement, bref, que du bonheur pour la Bretagne et qui peut-être un jour permettra d'envisager de grandes réformes sur le positionnement des grandes administrations de cette collectivité. Bref, nous sommes un peu partout et je ne serais pas complet si je ne parlais pas de nos investissements dans les lycées, de nos investissements dans nos ports, dans nos aéroports, le travail que nous réalisons sur la RN 164, et vous êtes particulièrement concernés, et nous avons l'obligation, l'impérieuse nécessité de poursuivre et de terminer rapidement ce chantier, j'y reviendrai dans un instant, des investissements colossaux qui permettent de structurer l'avenir de notre territoire, structurer l'avenir de la Bretagne, aux côtés des acteurs que sont les départements, les intercos et les communes. Et si je cite toutes les strates de collectivités, c'est parce que je pense qu'en Bretagne, plus qu'ailleurs, et là je peux me permettre de dire plus qu'ailleurs, puisque je ressors encore une fois d'un déjeuner avec les autres régions de France, et je vois combien en Bretagne on a su se passer la balle. On a su trouver des solutions, même dans des moments compliqués, pour inventer des nouveaux dispositifs, pour inventer des solutions, pour faire en sorte d'être en capacité de répondre. Et je crois que c'est ça qu'attendent nos concitoyens. Il ne vous a pas échappé là que nous vivons une crise démocratique grave. J'ai parlé de risque de décrochage démocratique il y a quelques jours. Et pour répondre à cette situation, il y a bien entendu l'impérieuse nécessité de revenir à une situation de sérénité, de calme, l'impérieuse nécessité de retrouver l'envie de débattre sereinement, et donc de condamner de fait toutes les violences, de manière ferme, parce que nous sommes ensemble dans la République et que la passion du débat ne doit pas aller au-delà justement du débat. Et puis de faire en sorte d'être capable de trouver des solutions ensemble et donc de les construire sous une forme ou une autre. Nous avions, il y a quelques mois, avant même que le grand débat soit lancé, annoncé que nous allions réunir à nouveau notre conférence sociale. Les maires ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient s'organiser pour animer sur les territoires des réunions pour remonter des informations. Le Césaire, avec les conseils de développement, ont annoncé leur volonté d'organiser là aussi des travaux pour réfléchir et remonter des propositions. Et donc tous ensemble, à tous les niveaux, nous sommes en capacité d'abord de répondre à nos propres problématiques. Et je pense que nous avons à assumer nous-mêmes, pour une grande part, les sujets qui sont attendus, sur lesquels nous sommes attendus par nos concitoyens. Prenons notre part, assumons. Nous avons l'habitude de le faire en Bretagne. Et puis d'affirmer qu'il y a des sujets sur lesquels l'État est attendu, sur lesquels il y a des inflexions qui sont attendues, sur lesquels il y a des demandes qui ont été exprimées fortement par nos concitoyens, sur lesquelles il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, apporter des réponses. C'est indispensable pour la sérénité de notre République et puis pour l'ambition que nous avons pour l'avenir de notre vivre ensemble dans ce territoire qu'est la France. Pour ce qui concerne la Bretagne, j'ai envie de réaffirmer à cet instant de mon propos combien il est indispensable de continuer à travailler ensemble. Et je voudrais redire, j'allais dire l'affection, mais l'admiration que j'ai pour l'ensemble des élus municipaux, communautaires, départementaux et bien entendu régionaux, chers collègues, et combien il est important de redire que tous ensemble, nous sommes la République et que tous ensemble, nous sommes capables de répondre à nos concitoyens. Et face à la défiance qui est là, et je ne la nie pas, y compris vis-à-vis de l'élu et de ce que je représente, nous avons à répondre parce que nous savons faire de mieux, la proximité, la capacité d'agir sur le terrain, la capacité de nous alerter les uns les autres sur les sujets, et puis la capacité, chacun dans nos domaines de compétences, d'inventer des solutions ou de nous passer la balle, comme je disais tout à l'heure, pour être capable d'être au rendez-vous. C'est ce que nous savons faire de mieux, c'est ce qui ne doit pas être caricaturé, et c'est ce qui ne doit pas être abîmé.
Et c'est pour cela que je pense qu'en ce début d'année 2019, il faut redire à nos concitoyens la chance qu'ils ont d'avoir d'autres concitoyens qui sont de la société civile, qui sont des hommes et des femmes qui vivent dans ces territoires et qui ont choisi de prendre du temps, souvent bénévolement, pour beaucoup d'entre eux, pour la collectivité, pour participer à la construction de notre avenir. Je pourrais dire pareil pour les engagements syndicaux, pareil pour les engagements associatifs, pareil pour les entrepreneurs de nos territoires, toutes celles et ceux qui s'engagent pour la société, pour la citoyenneté, pour faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble, méritent que l'on redise combien ils sont indispensables et combien ils méritent, bien entendu, respect et bienveillance. Bref, nous avons du travail, nous avons beaucoup de choses à réaliser en 2019 et dans les années qui viennent. Pour ce qui concerne la région, plusieurs chantiers ont été ouverts. Et rapidement, je vais reprendre quelques principes qui me tiennent à cœur et sur lesquels je souhaite vous apporter un éclairage. Tout d'abord, le travail que nous réalisons sur la différenciation. Travail que nous réalisons sur la différenciation, qui est un mot qui mérite d'être explicité, c'est tout simplement de dire que l'égalité républicaine, chère aux élus qui sont ici, et moi-même, par moment, génère des inégalités sur les territoires. Tout simplement parce qu'une loi votée par nos parlementaires, quand elle s'applique, elle peut générer des inégalités de fait sur les territoires. Et il est nécessaire de regarder cela de près, soit par le débat et l'analyse des lois. Monsieur le parlementaire, vous savez ça mieux que personne, et je pense que c'est un bon chemin, soit par une capacité d'avoir une vision claire et des choix clairs au niveau national, puis ensuite de proposer au territoire d'adapter certains dispositifs, d'adapter certaines politiques, voire de prendre en charge certaines politiques dans certains territoires où les élus sont matures et capables d'assumer des responsabilités plus importantes que celles qu'ils occupaient précédemment. Pas pour se pousser du col, pas pour se faire plaisir, pas pour se dire chouette, on va être encore responsable d'autre chose, pas pour avoir un budget plus important, mais tout simplement pour mieux répondre à nos concitoyens. Je pense que ce sujet mérite d'être regardé, et quand je disais tout à l'heure qu'on n'est pas pareil, on ne vit pas pareil, on n'a pas les mêmes besoins quand on est à l'UDA qu'à Douarnenez ou à Rennes qu'à Quimper, c'est la même chose pour la Bretagne par rapport au reste de la France. Et il faut intégrer ça, et si des centaines d'années de travail sur la formation de notre République et l'égalité de nos citoyens devant les lois de la République a permis de forger cette République avec ses valeurs et son histoire, nous avons aussi maintenant à penser la suite, et la suite passe par cette différenciation, je le pense, je le crois, et nous avons fait des propositions dans ce sens. Et ce serait trop facile de simplement interpeller l'État en disant « faites de la différenciation et ça ira mieux ». Je pense qu'on doit se l'appliquer à nous-mêmes, Conseil régional. Nous devons nous appliquer nous-mêmes la différenciation parce que quand je discute avec Alain Cadec, ce n'est pas les mêmes situations, les mêmes outils qu'il faut mettre en œuvre que pour répondre à Nathalie Sarrabeson dans le Finistère ou aux deux autres collègues dans les deux autres départements. Tout simplement parce qu'il y a une culture, une histoire, une stratégie qui a été mise en œuvre ici et qu'il faut la prendre en compte. Et c'est la même chose pour les intercos. Et c'est la même chose pour les communes, pour celles d'entre elles qui mènent des politiques volontaristes quand elles le peuvent ou quand la taille le leur permet. Et donc nous avons nous-mêmes à apprendre ce sujet de la différenciation, à le mettre en œuvre, à le dupliquer sur les territoires. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi un peu de remise en cause des élus que nous sommes, et puis de remise en cause par moment de nos équipes, de nos services, pour apprendre à fonctionner différemment. Et ça nous permet d'ailleurs de comprendre les freins que nous vivons au niveau national quand nous-mêmes nous appliquons ce sujet de la différenciation. Nous l'avons réussi sur l'économie, nous le travaillons sur la formation, sur l'orientation, nous le travaillons sur certains sujets du domaine agricole, et nous avons plein d'autres sujets sur lesquels nous avons à avancer dans ce sens. Et je pense que c'est porteur d'avenir, et puis c'est aussi source de respect de nos élus et source de confiance, ou en tout cas marque de confiance vis-à-vis des élus de nos territoires. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons, et là je parle sous le contrôle de l'ensemble de mes collègues de tous bords qui sont ici devant moi, c'est le sujet du pacte d'accessibilité, sur lequel vous attendez forcément des réponses. Et ici à l'UDEAC particulièrement. Être en capacité de nous assurer que la RN 64 va se terminer et que les millions d'euros, les dizaines de millions d'euros, les centaines de millions d'euros de l'État arriveront pour compenser les 50% ou pour compléter les 50% que la région met sur la table pour finir cette route qui a été promise par le général de Gaulle et qui n'en finit pas de se finir. Et qui, à un moment donné, si on y prend garde, ne sera même pas fini, qu'il faudra commencer les rénovations. Au bout de 50 ans, à un moment donné, il faut commencer à penser aux rénovations. Et nous aurons sur ce sujet-là une exigence de haut niveau, comme les élus qui nous ont précédés. Le deuxième sujet, ce sont les aéroports.
Et je ne vais pas décliner ici, mais des engagements et des affirmations ont été exprimés. Nous avons bien entendu le sujet du train vers le sud, un peu plus facile parce qu'il y a une liaison Rennes-Nantes qu'il convient de mettre en œuvre et qui permet de financer des travaux de manière relativement facile, si tant est qu'on passe par Redon. Et puis le nord, sur lequel nous avons des sujets de train bolide sur lesquels nous devons travailler, avec l'affirmation qu'à terme, l'objectif des 3 heures à la pointe bretonne devra être tenu. Et puis enfin, le sujet du numérique. Le sujet du numérique, pour faire en sorte que la fibre se déploie partout en Bretagne. On y travaille d'arrache-pied. Monsieur Salé-Dupin ne peut pas me poser de questions, mais je peux lui répondre. Je plaisante, c'est une boutade puisqu'on se parle régulièrement sur ce sujet. Et nous avons bien entendu l'ambition de poursuivre ce chantier, de le terminer le plus rapidement possible, car c'est un des enjeux de notre société. Et vous le savez bien, sans le numérique, les inégalités de territoire seront majeures. Et d'ailleurs, si vous êtes élu local, si vous êtes maire, ou même si vous êtes citoyen de ces territoires, vous voyez bien que dans les endroits où il n'y a pas de débit, ou moins de 3 mégabits seconde, voire moins de 8 mégabits seconde, on ne loue plus les maisons. Les citoyens ne veulent pas venir. Et à contrario, dans les différentes communes où nous avons apporté la fibre, nous voyons une dynamique par l'arrivée de jeunes couples qui choisissent de s'implanter dans ces territoires où finalement, par le numérique, on a la même qualité de service que dans certaines grandes métropoles, même si je pense que dans certains endroits de Bretagne, on est mieux desservi dans les campagnes que dans certains endroits de métropole. Et j'ai eu l'exemple dernièrement, que ce soit à Brest ou à Rennes. Bref, ce pacte d'accessibilité doit absolument se réaliser. Cette fibre doit absolument continuer son déploiement et ça permet de préparer les mutations. Mutations qui sont devant nous, mutations numériques. Et il y a un vrai enjeu sur l'accompagnement. Je regarde Georgette en disant cela. Si 10, 15, 20% de nos concitoyens ne sont pas capables, de par leur éloignement au sujet numérique ou de par tout simplement leur incapacité à s'adapter à cet outil, d'utiliser l'outil à la hauteur de ce qu'il propose, et ben nous aurons une fracture nouvelle qui sera en train de se mettre en place dans la société. Donc nous avons à numériser nos services, à transformer les différents services pour qu'ils intègrent le numérique, transformer nos entreprises pour qu'elles intègrent le numérique, tout en intégrant le sujet de l'insertion, le sujet de la solidarité, le sujet de l'accompagnement des hommes et des femmes. Et puisque je parle mutation, puisque je parle transformation, il y a une autre transformation qui est devant nous, c'est la transformation écologique. La transformation écologique qui est là, vous le savez, elle est aujourd'hui un peu escamotée par la crise des Gilets jaunes, elle est aujourd'hui un peu escamotée par les tensions que nous vivons dans notre pays, et pourtant, ce sujet reste un sujet majeur qui pourrait générer une crise absolue pour l'humanité, mais qui, à court terme, pourrait générer et va générer des inégalités croissantes entre celles et ceux qui vivent dans des territoires à peu près cléments, et c'est à peu près notre cas, et celles et ceux qui vivent dans des territoires où potentiellement l'aridité devient quasi quotidienne. Et regardez ce qui se passe en Australie en ce moment, et regardez ce qui s'est passé en Californie il y a quelques mois. Sur ces enjeux, nous avons à prendre notre part, sans angoisser la population, sans angoisser nos concitoyens, mais en le prenant comme une chance pour l'avenir, puisque c'est là, et que cette rupture, elle arrivera quoi qu'il arrive. Et donc la proposition que nous avons faite, c'est la Brescope, c'est de transformer nos modèles, d'assumer une rupture négociée qui soit pilotée le plus finement possible, au plus près des territoires, pour accompagner nos concitoyens dans ces changements qui font peur, dans ces changements qui angoissent, mais qui sont source, encore une fois, de richesse, si on les prend correctement. Voyez sur le monde agricole, voyez sur l'ensemble de nos économies, comment, si on prend bien les choses, potentiellement, nous pouvons, par l'excellence environnementale et la transformation numérique, produire de nouveaux emplois partout sur nos territoires, en équilibrant l'ensemble de la Bretagne. Puisque je parle Brescope et je vais arriver à la fin de mon propos, je voudrais vous dire que cette Brescope, elle vise aussi, bien entendu, à affirmer notre ambition agricole et agroalimentaire, ce qui fait vivre nos territoires et ce qui donne une fierté à la Bretagne. Je parlais des agriculteurs tout à l'heure. Et puis, cette Brescope, elle veut affirmer aussi les centralités. Je sais qu'il y a quelques demandes sur les appels à projets centre-ville. Nous serons attentifs, nous regardons les choses de près. Mais ces centralités, c'est ce qui, encore une fois, permettra à la Bretagne d'assumer son équilibre et d'affirmer qu'elle prend en main son aménagement. Il faut continuer à accompagner les maires et les intercos qui investissent dans les centralités, qui font les choix des centralités, et c'est comme cela que nous pourrons vivre sereinement partout en Bretagne. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je veux encore une fois vous affirmer le plaisir qui est le mien d'être parmi vous. Et puis, avant de terminer mon propos, vous affirmer que, bien entendu, les politiques que nous menons sont le reflet des convictions qui nous portent. Et
En conclusion, je voudrais vous indiquer 3 convictions qui sont les miennes. La première, c'est de croire en la Bretagne. J'ai envie de dire de croire furieusement en la Bretagne. Pas dans le Conseil régional, collectivité dans laquelle je crois forcément. J'en suis le président et le plaisir d'être président et d'animer ce groupe merveilleux. Mais la Bretagne, c'est plus que cela. C'est toutes celles et ceux qui font la Bretagne au-delà même des frontières administratives de ce Conseil régional. C'est cette identité, ces cultures qui sont si particulières et qui sont source là aussi d'une singularité qui est au service de notre développement. Et dans ce monde qui est en train de s'uniformiser, dans ce monde qui est en cours de mondialisation accélérée, nous avons besoin de nous singulariser, de nous différencier. Et cette identité forte, ces identités, ces cultures de Bretagne sont au cœur de notre développement de demain et sont au cœur de notre réussite de demain, j'en suis certain. Ma deuxième conviction, c'est que le progrès est le résultat d'un équilibre entre compétitivité économique, initiative personnelle et solidarité. S'il n'y a pas les 3, nous n'y arriverons pas. C'est ce que j'appelle la croissance sûre, une croissance parce qu'il faut de la croissance. Et je fais partie de ceux qui affirment que nous devons continuer de créer de la richesse pour faire en sorte que nous puissions assumer les choix de solidarité que nous voulons faire, mais que justement cette croissance, elle doit prendre en compte les solidarités humaines et les enjeux environnementaux. C'est indispensable et cette croissance sûre est le cœur de notre stratégie de développement qui avait été mise en œuvre dans le cadre de notre stratégie de développement économique et qui sera reprise dans le cadre du SRADET. Et enfin, troisième et dernière conviction, c'est que pour réussir les transitions, il faut agir sur le terrain, au plus proche. C'est pour cela que les subsidiarités sont quelque part l'essence même du bon fonctionnement de nos collectivités. Que ce soit au bon niveau que l'on intervient. Quand ce n'est pas la région, c'est le département. Quand ce n'est pas le département, ce sont les intercos. Ce sont les communes. Et je pense qu'en ayant conscience que c'est au plus près du terrain qu'on est en capacité d'agir avec une vision de long terme, avec une cohérence bien entendu qui doit être mise en œuvre dans la République, c'est comme cela que nous pouvons assumer l'avenir de la Bretagne, assumer l'avenir de nos territoires et redonner de la fierté et de la confiance à nos concitoyens. C'est quelque chose qui me semble très important et à cet instant, je veux dire qu'au-delà de l'action des élus, c'est l'action de tous les hommes et les femmes qui font, encore une fois, société ensemble, qui est indispensable pour faire en sorte de préparer l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je voudrais vous redire encore une fois mon plaisir d'être ici ce soir à l'ODEAC, mon plaisir de vous présenter mes vœux dans cette commune centralité, et puis vous redire que dans ce moment un peu angoissant, dans ce moment où on sent que les choses peuvent vaciller, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons la capacité d'agir, tous, et que nous n'avons pas besoin d'autorisation pour agir. Il n'y a pas de permis pour prendre des initiatives. Il n'y a pas à attendre l'accord de telle ou telle autorité. On peut être président d'ASSO, on peut être élu municipal, on peut être élu régional, on peut être entrepreneur et décider de porter sa petite pierre au chemin que nous sommes en train de bâtir ensemble. C'est cela l'avenir de la Bretagne, ça n'empêche pas le débat, ça n'empêche pas de temps en temps les conflits. J'ai même envie de dire que l'art de la conversation, c'est ce qui permet d'entretenir la flamme du débat et d'être en capacité de construire soit des majorités, soit des consensus. Mais surtout, à chaque instant, ne perdons pas l'envie de bâtir l'avenir et ne perdons pas l'envie de construire cette Bretagne que nous aimons tant. Merci à tous, Blavesmat, bonne année et vive la Bretagne.